Salut à toi, bienvenue dans la revue bimensuelle du portefeuille Quiet Wealth. Nous sommes le 10 août 2025 et aujourd'hui, plutôt que de te parler d'une actualité des 2 dernières semaines, je te parle d'un critère capital pour bâtir un portefeuille en béton, c'est le couple rendement-volatilité. Trop d'investisseurs le zappent et c'est une grave erreur. Alors je me suis pris la tête avec mon propre portefeuille sur ce critère et j'ai eu la surprise de voir qu'il faisait mieux que la majorité des indices mondiaux. Je te montre ça tout de suite, puis je te montre les performances actions du portefeuille à date. Allez, c'est parti. Le couple rendement-volatilité, c'est le juge de performance. Il te dit si tu gagnes assez par rapport aux secousses du marché. Sur le graphique à l'écran, tu vois que plus le rendement grimpe, plus la volatilité suit. C'est normal, il n'y a pas de rendement sans risque. Du moins, en théorie. Tout le but de la gestion de portefeuille, c'est de booster la performance sans être plus volatile. Les pros y prêtent une attention dingue et c'est pas pour rien. Tout investisseur veut être en haut du graphique. En bas, c'est la loose. Si tu es en bas, ça veut dire que tu as une performance qui est moins élevée, mais par contre que tu as plus de risques. Quand j'ai créé le portefeuille Quiet Wealth en septembre 2024, j'ai clairement annoncé l'objectif, une performance élevée sans stress. J'ai calculé son couple rendement-volatilité et j'en suis pas déçu. Mon portefeuille a tenu son objectif depuis le début de l'année. Comme tu peux voir à l'écran, il est au-dessus de la courbe rendement-volatilité que les indices mondiaux dessinent. Il est 33% moins volatile que le CAC 40 et pourtant 50% plus performant. Il est presque 2 fois moins volatile que le S&P 500 pour une performance seulement 18% moins élevée. Pour le Nasdaq, c'est normal qu'il ait une performance et une volatilité aussi élevée parce qu'il est composé principalement des actions de la tech. Donc, il n'y a rien d'anormal. Moi, il n'y a pas énormément d'actions de la tech dans mon portefeuille, donc évidemment, il n'y aura pas la même performance. Mais tu peux voir que, par rapport aux autres indices, j'arrive à générer un rendement tout à fait convenable depuis le début de l'année, alors que j'ai une volatilité qui est beaucoup plus faible que les indices. Mon portefeuille a donc bien rempli son rôle, et il remplit encore plus son rôle pendant les périodes de crise. Pendant les 2 semaines noires de la bourse, juste après l'annonce des droits de douane de Trump, mon portefeuille a encore plus brillé par sa stabilité. Et sans surprise, c'est le moins volatile de tous. Donc, tu vois l'idée, le portefeuille allie performance et calme, et ça c'est la clé, c'est ce qui me permet de dormir tranquillement quand j'investis. C'est pour moi une des bases absolues pour pouvoir investir à 10 ans, c'est de savoir que son portefeuille a une certaine stabilité. Si tu veux calculer la volatilité d'un portefeuille toi-même, voici comment faire en 5 étapes sur Excel ou sur Google Sheet. Première étape, télécharge des variations des cours quotidiens par action sur le site investing.fr. C'est gratuit, ça se fait rapidement, tu peux voir à l'écran, choisir les dates précises et tu télécharges en format CSV, c'est-à-dire un format exploitable sur des feuilles de traitement de calcul. Deuxième étape, tu mets les données brutes sur Excel ou sur Google Sheet et ensuite tu les tries. Alors sur Excel, ça va être dans l'onglet Données et tu vas utiliser les fonctions de tri. Troisième étape, tu fais une moyenne de tes variations journalières. Et cette moyenne, tu vas devoir la pondérer par le poids de chaque action. Par exemple, si Google fait 20% de ton portefeuille, tu vas prendre la variation journalière de Google et lui appliquer 0,2. Tu fais ça avec toutes tes actions et ensuite tu sommes les moyennes pondérées et tu obtiens donc ta moyenne journalière pondérée. Quatrième étape, tu utilises la fonction Excel STDVA. C'est la fonction Excel la plus précise pour calculer des écarts types de variations, donc pour calculer une volatilité. Tu sélectionnes la plage temporelle en question, tu valides, et voilà, cinquième étape. Tu as l'écart type de tes variations, tu as la volatilité sur une période donnée. Mais comment je fais pour avoir un meilleur couple rendement-volatilité ? C'est le rôle de mes 4 poches d'investissement, et je vais te faire rentrer dans le détail de comment je construis mon portefeuille. La première poche, c'est la croissance, c'est le moteur de la performance. Je la compose avec des actions de qualité qui ont des forts potentiels de croissance sur des secteurs à fort potentiel également. GTT, Google, Air Liquide, Schneider. Il y a quelques profils plus volatiles comme Novo Nordisk, mais globalement, ça monte, comme tu peux voir, elles sont quasiment toutes dans le vert. L'objectif ici, il est simple, c'est de surperformer le marché avec une volatilité maîtrisée. Mais il y aura quand même une certaine volatilité, il ne faut pas se leurrer. En deuxième, on a la poche résilience, qui elle est beaucoup moins volatile par nature, mais par contre elle a des performances qui seront en ligne avec le marché, voire même des fois légèrement inférieures. Troisième poche, c'est la poche à dividendes. Les actions à dividendes sont traditionnellement plus stables, donc pas étonnant, tu n'achètes pas une action à dividendes pour faire une plus-value dans quelques mois, tu l'achètes pour la garder pendant des décennies et toucher des dividendes.
Donc cette poche est actuellement beaucoup plus stable. Par contre, elle va donner un rendement en dividende qui va être plus élevé. Donc c'est plutôt, on va dire, c'est vraiment un atout essentiel d'avoir au moins une poche à dividende dans son portefeuille. Ça doit pas être la majorité si tu as un portefeuille équilibré, mais il faut en avoir une. Et quatrième poche, la plus petite, c'est la poche des paris. Elle est la plus volatile et comme tu peux voir à l'écran, je peux pas vraiment la catégoriser sur mon damier parce qu'en fait, ben, les performances de ces entreprises vont dépendre énormément de comment le marché joue ses valeurs. Est-ce qu'ils vont jouer du yo-yo avec des fortes variations ou est-ce que ça va être finalement euh, des transactions assez atomes? De ce point de vue-là, je ne peux donc pas catégoriser. Mais l'objectif, c'est que ces entreprises, j'estime qu'elles referment un énorme potentiel à terme et c'est pour ça que je les ai prises. Comme tu vois, chaque poche est donc bien à sa place et à l'exception de quelques actions dans la liste, tout est en ordre, elles jouent toutes parfaitement leur partition. Malheureusement, quand tu regardes la performance au 8 août 2025, les plus 6,7% depuis le début de l'année du portefeuille n'ont pas fait remonter le portefeuille dans le vert. Il faut dire qu'au début de l'année, la performance était désastreuse. C'était bien avant que je commence cette chaîne YouTube. La performance était vraiment désastreuse. Pour plusieurs raisons. J'ai payé cher des erreurs d'investissement comme Lowe's avec moins 20% de perte. Et j'ai également acheté des actions chères comme Loba, Waste Management ou Republic Services. J'ai, on pourrait dire, pas timé le prix auquel je suis rentré et je les ai donc payés plutôt cher. Mais à titre personnel, je préfère payer cher un dossier de qualité que de payer peu cher un dossier médiocre. Quand on regarde les 20 actions du portefeuille, Seplat, Xylem et Altria m'ont beaucoup régalé, mais Novo Nordisk est venu assombrir le tableau. Pour Seplat, ma théorie est simple, le marché constate que l'entreprise est cruellement sous-évaluée. Actuellement, elle vaut même pas 3 euros. Ça n'a rien d'étonnant, car dans une de mes dernières revues du portefeuille, j'ai calculé que les stocks de pétrole de Seplat se payaient 1,5 $ par baril. C'est un prix encore plus abordable que Total Energy, Chevron ou Exxon. Pour Xylem ou Altria, elles ont toutes les deux annoncé des résultats Q2 très satisfaisants. Je te renvoie à mon thread sur X pour l'analyse détaillée de Xylem. J'ai fait cette analyse car c'est une entreprise qui est très méconnue et qui pourtant a un excellent potentiel. Mais malgré ces bonnes nouvelles, Novo Nordisk est venu gâcher la fête. En cause, une révision de sa guidance 2025. Elle a abaissé sa prévision de croissance à cause de pénuries temporaires sur certains produits et d'une potentielle pression concurrentielle. Patatras, moins 27% en quelques jours. Le marché a selon moi surréagi. Alors oui, la prévision de croissance a été abaissée, d'accord. Aujourd'hui, la croissance révisée te dit entre 8 et 14% de croissance des ventes et 10 à 16% pour le profit. Ce qui est énorme, c'est toujours une entreprise qui a un fort potentiel de ce point de vue-là. Je me la garde en portefeuille. Premièrement, le marché de l'obésité représente au moins 1 milliard de gens et l'obésité est une maladie qui ne va pas disparaître loin de là. Donc, on va dire, Novo Nordisk répond à un besoin de plus en plus pressant pour la santé des populations. Deuxièmement, ses concurrents peuvent la gêner, pas la tuer. On n'est pas encore sur un marché totalement saturé. Et troisièmement, elle se paye seulement 14 fois les bénéfices contre 19 fois pour Johnson & Johnson, alors que Johnson & Johnson est une entreprise qui a beaucoup moins de potentiel de croissance. Donc évidemment qu'à ce prix-là, l'entreprise, je la trouve très peu chère. Je la sortirai du portefeuille uniquement si la politique américaine sur les médicaments change drastiquement. Et pour l'instant, ça va être dur de faire plier les lobbies pharmaceutiques. Les lobbies qui ont un énorme pouvoir aux USA et on n'a pas de signe que ça va changer. Avec ces bonnes nouvelles, je veux néanmoins te dire que je compte optimiser encore plus la performance du portefeuille dans les mois et les années qui viennent. Je veux viser encore plus de croissance pour une volatilité maîtrisée. En clair, la bulle de Quiet 12 doit monter encore plus dans les abscisses sans avancer en ordonnée. Je recherche donc en ce moment une pépite forte croissance qui est décotée. L'objectif, c'est de rentrer dans un point optimal et de surfer sur la hausse. Et je pense que cette entreprise pourrait être Vision Group, que j'avais déjà présenté dans la revue numéro 6 du portefeuille en mai 2025. Elle baisse en bourse depuis le 1er juillet, la ramenant vers des niveaux de prix plutôt acceptables en apparence. Mais est-ce que c'est toujours un bon dossier ? J'ai ouvert le dossier, j'ai approfondi, et je suis plus que jamais optimiste. Elle propose des packages all-in-one pour les retailers alimentaires. Ça va de l'étiquette connectée, avec du cloud, pour connecter toutes les données des étiquettes, de la vision par ordinateur et des caméras intelligentes pour analyser les rayons, surveiller les stocks et éviter les ruptures, des moyens de retail média pour faire des campagnes publicitaires ciblées en magasin, de la data intelligence avec toutes les données qui sont collectées, et enfin des capteurs IoT pour faire la gestion des flux et des dépôts en amont des magasins. Et le mieux, c'est qu'elle n'a aucun concurrent qui est positionné sur tous les secteurs à la fois. Je te présente ici la liste de tous les concurrents. J'ai fait une véritable analyse de business, de secteur, etc. C'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps.
où tu vois des principaux concurrents selon les segments et les solutions. Je t'invite d'ailleurs à me laisser un like, ça me ferait très plaisir car j'y ai vraiment passé beaucoup de temps à faire cette analyse. C'est une véritable analyse business model en détail que je te fournis. Donc si tu veux remercier mon travail, ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes et que tu mettes un like. Comme tu peux voir, ces concurrents, ils sont tous éclatés sur différents segments. Il n'y en a aucun qui peut proposer ce qu'elle propose. Et elle a donc ce que j'appelle un mode qualitatif. Les retailers alimentaires vont bien évidemment privilégier des entreprises qui leur proposent des packages plutôt que d'aller voir 5 entreprises différentes qui vont leur proposer des contrats différents. Elle règne donc comme un primus inter pares sur le secteur des étiquettes connectées et ça se voit au niveau de ses résultats qu'elle a annoncé le 30 juillet. Plus 50% de chiffre d'affaires, plus 56% de prise de commande. Petit point d'attention toutefois, le contrat cadre avec Walmart explique la majorité de cette croissance. Ce contrat il est très prometteur, mais ça avait la croissance de Fusion Group dans les mains d'un seul grand acteur. Évidemment, le groupe a compris ce danger et il vise d'autres clients. Pour cela, 2 pôles de croissance. L'intégration complète des services et magasins en Europe et États-Unis. Donc ça consiste juste à poursuivre l'intensification de leur business comme ils le font, rien de nouveau. Et le deuxième segment, c'est la digitalisation des magasins Asie-Pacifique. Ça consiste donc à pénétrer les nouveaux marchés où là, les retailers sont principalement encore sur des étiquettes papier. Pour revenir à son cours de bourse, si elle descend en dessous de 200 €, je la ferai volontiers rentrer dans le portefeuille. Mais pourquoi ce seuil de 200 €? Eh bien, j'ai fait un petit calcul. J'ai calculé son Price Earning Growth, le PEG. Si l'entreprise, par exemple, descend à 190 €, ça représenterait un PER de 35,5 pour les profits qu'on lui anticipe en 2025. Je prends ensuite les prévisions avec les taux de croissance des bénéfices qu'on anticipe. Je vais prendre l'hypothèse conservatrice de plus 40% de croissance des bénéfices annuels. On fait donc un petit calcul. 35,5 que divise 40, le PER que divise l'hypothèse de croissance future, et ça te donne un ratio de 0,89. Si ce ratio il est en dessous de 1, ça veut dire qu'on paye la croissance pas cher. S'il est au-dessus de 1, ça veut dire que tu payes la croissance plutôt cher. Donc on récapitule, elle a un business model puissant, elle a un mode qualitatif, elle a un secteur en pleine croissance, mais elle a des ratios financiers encore plutôt faibles. C'est pourquoi je préfère rentrer sur le dossier avec une bonne décote, et pour moi, à partir de 200 €, c'est tout à fait correct. Si cette action te plaît, tu peux retrouver toutes ces informations sur des sites gratuits comme Yahoo Finance ou investing.fr. Sur le point des dividendes, je vais aller très vite, il n'y en a pas eu lors des 2 dernières semaines. Comme je te disais dans les revues passées, c'est pas encore la saison de dividendes, elle reviendra en septembre. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette revue du portefeuille jusqu'au bout, et je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine revue du portefeuille.